Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir à la conférence de Madame Delphine Lecerf, la conférence qui a comme titre L'intelligence artificielle et l'humanité en 2050. Avant de débuter, quelques petites consignes de base. Alors, veuillez noter que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible par le Centre Franco au cours des prochaines semaines. Durant la conférence, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous invite à utiliser la boîte de clavardage et, s'il vous plaît, mettre votre micro en sourdine. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette conférence ce matin. Alors, je vous disais donc que nous avons ce matin une conférence de Mme Delphine Lecerf. Qui est-elle, cette personne? Alors, Mme Lecerf est une ingénieure, une professeure, une chercheuse, une entrepreneuse, classée au top 20 des femmes qui transforment les EdTech en Europe par le magazine Forbes en 2018. Elle a gagné le prix de la vocation scientifique féminine en 2096. Elle a aussi reçu le prix de l'innovation et de l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, aujourd'hui, Madame Delphine Lecerf, elle est cofondatrice et présidente de la Fondation Edu 2050, basée à Montréal. Alors, cette fondation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rassemble les principales actrices et les principaux acteurs de l'enseignement autour d'une nouvelle vision de l'éducation centrée sur l'humain et rendue nécessaire et urgente vu la rapide montée en puissance de l'intelligence artificielle. Et ça tombe bien parce que justement, aujourd'hui, sa conférence, eh bien, nous allons parler d'intelligence artificielle. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une excellente conférence et puis veuillez noter que cette conférence est d'une durée de 60 minutes et que nous aurons une période de questions à la fin de 15 minutes. Voilà, alors, bonne conférence et puis Delphine, voilà, c'est à toi, tu as le micro. Super, merci beaucoup. Merci Louis. Bonjour à tous. Avant de lancer le support que j'ai préparé pour ce matin, je tenais à vous dire à quel point je suis heureuse d'être avec vous ce matin. J'ai rencontré Louis effectivement il y a quelques mois, suite à une conférence que j'ai donnée à Québec, me semble-t-il. Je fais beaucoup de rencontres suite à mes conférences, mais Louis fait partie de mes rencontres coup de cœur. Véritablement, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec lui. J'ai eu la chance de faire un podcast également il y a quelques semaines maintenant. Et c'était un moment extrêmement agréable. Et donc, quand Louis m'a proposé de donner cette conférence pour vous, écoutez, j'ai accepté. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et j'espère que cette conférence va vous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, d'en avoir une vision la plus globale possible, autant dans vos activités d'enseignement que également dans vos réflexions personnelles. Et puis j'espère qu'à l'issue de cette conférence, vous aurez des nouvelles idées ou des nouvelles perspectives sur les cours que vous enseignez et sur vos interactions avec les étudiants, pour ceux qui sont enseignants. Voilà, donc je vais lancer, si vous le voulez bien, le support de présentation que j'ai préparé. Oui, si tu peux juste me confirmer, parce que là, tac, tac, je vais arrêter le partage et si je fais de nouveau. Alors, partager. Hop. Oui, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Oui, là, oui, c'est excellent. Oui, on voit IA Oui. Éducation 2050.
Très bien. Bon, bah, parfait. Alors quelques mots avant de commencer la présentation. J'ai utilisé le gabarit que Louis m'a transmis, pour les instituts d'été. J'ai trouvé que cette slide, donnait envie d'aller se poser sur le bord de la plage et puis figurez-vous que vous l'entendez à mon accent, je suis française, je suis arrivée à Montréal en 2019. Enfin, je suis française et canadienne, en fait. Je peux vous partager cette information depuis, 3 semaines. Je suis canadienne et je suis très, très heureuse d'avoir la citoyenneté canadienne aujourd'hui. Et en fait, ces paysages-là qui figurent sur cette diapositive me rappellent énormément les paysages de l'endroit où je suis née, où j'ai grandi, en Bretagne, sur la côte atlantique, dans une petite ville qui s'appelle Vannes, pour ceux qui connaissent, le golfe du Morbihan. Donc j'ai adoré cette diapositive et puis je me suis dit qu'elle était, fort à propos puisqu'on est encore pendant l'été, que les cours n'ont pas encore repris et qu'on peut profiter encore pleinement de la nature et de ses bienfaits. Et puis on va en parler un peu d'ailleurs au cours de cette conférence. Une autre diapositive qui me paraît effectivement essentielle sur la reconnaissance du territoire des peuples autochtones, puisque en Ontario et puis sur d'autres terres, effectivement, ici au Québec également, on a la chance de pouvoir profiter de ces territoires qui auparavant, enfin que les peuples autochtones nous partagent. Donc cette reconnaissance pour les terres partagées par les peuples autochtones qui nous donne accès à toute cette richesse, qui pour moi, en tout cas, venant d'Europe, est une découverte extraordinaire. J'ai la chance de vivre ici à Montréal, juste en face d'une réserve indienne, la réserve de Kanawake. Et c'est à la fois un privilège et une source d'émerveillement de chaque jour. Euh, je vous propose à présent qu'on passe assez rapidement au vif du sujet, à la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Louis m'a introduit et alors effectivement, merci beaucoup Louis, pour les rappels de ma carrière. Donc comme vous avez pu l'entendre, moi j'ai un profil qui est très particulier, puisque j'ai commencé ma vie professionnelle en tant ingénieur en microélectronique et nanotechnologie. Pour ceux qui s'interrogent sur ce que sont les nanotechnologies et la microélectronique, en fait, c'est tout ce que vous allez retrouver dans vos téléphones portables à l'échelle du micromètre et aujourd'hui du nanomètre, et ce qui nous permet de fabriquer des circuits, autrefois ce qu'on appelait des circuits de microélectrique, qu'on peut encapsuler dans des tout petits espaces. Donc c'est la base aujourd'hui des systèmes intelligents sur lesquels reposent les algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'ingénieur et assez rapidement, j'ai senti que j'avais besoin d'un autre sens, je veux dire de plus de sens, mais d'un autre sens dans mes activités. Et j'ai entamé un doctorat en sciences comportementales et c'est ce doctorat qui m'a amenée en fait à enseigner. Et le jour où j'ai donné mon premier cours, ça a été pour moi véritablement un épiphanie et une découverte de ma mission et puis de ce que j'aimais faire, et de ce que j'allais faire véritablement dans cette vie, qui était de me dédier à l'éducation. J'ai adoré cette expérience d'enseignement et puis depuis, je me suis dédiée à l'éducation et c'est un secteur que je n'ai jamais quitté. Donc j'ai finalisé mon doctorat, j'ai enseigné, je suis devenue professeure d'université. Et cela dans le domaine des sciences comportementales appliquées à l'économie, la macro, la microéconomie. Et vous verrez dans les minutes qui viennent que les connaissances en sciences comportementales sont la base de 80% des connaissances dont on a besoin si on veut comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Finalement, les connaissances en sciences computationnelles, qu'on peut appeler l'informatique, sont effectivement nécessaires, mais elles ne constituent pas la grande majorité des connaissances dont vous avez besoin pour comprendre ce qu'est un système intelligent. Donc moi, ça m'a énormément aidée, lorsque progressivement, j'ai fait chemin vers l'intelligence artificielle. J'ai eu la chance d'avoir un parcours passionné jusqu'à maintenant et je continue à travers cette passion. Lorsque j'étais professeure d'université, j'ai créé une entreprise qui était une plateforme numérique à destination des étudiants pour les aider dans leur orientation et c'est une plateforme que j'ai revendue en 2018
suite avant de venir m'installer ici à Montréal, au Canada, en famille. Et depuis, effectivement, installée ici, en 2022, j'ai créé une fondation qui est la fondation Edu 2050, dont je vous parlerai vers la fin de cette conférence, puisque les éléments de la conférence sont liés à ce que nous faisons à l'intérieur de la fondation. Et, et c'est une fondation qui vise à accompagner la transition qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le domaine de l'éducation. Moi, les conférences que je donne, la conférence que je vais vous donner et d'autres que je donne aujourd'hui, je donne ces conférences partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Europe et également en Asie. Et je donne ces conférences à la fois de manière individuelle, comme je le fais aujourd'hui avec vous, de manière plus institutionnelle pour des organisations comme l'UNESCO, qui fait appel à moi en tant qu'expert IA et éducation, pour intervenir sur des conférences telles que le G20, où ils m'ont fait intervenir en Inde, ou des conférences pour l'ONU. Sont des conférences qui m'amènent et qui m'ont amené au cours des 2 dernières années à réaliser à quel point on vivait une accélération dans l'introduction des technologies et à quel point l'éducation était en train de se transformer à une échelle globale. Et parfois, on manque de relais de communication à destination des éducateurs, des enseignants, des professeurs. Et c'est là tout le rôle de cette conférence auprès de vous, notamment, c'est de vous descendre ces informations, l'ensemble des éléments dont on parle et qu'on évoque aujourd'hui dans les instances gouvernementales, de vous informer sur ces discussions et pour que vous ayez également de la visibilité sur l'évolution globale sur les 25 prochaines années. Alors, cette conférence, elle porte sur l'IA, sur l'éducation et sur l'humanité en 2050. Et l'humanité en 2050, ça peut paraître à la fois loin et en même temps très proche. C'est dans à peine 25 ans aujourd'hui. Et si vous avez des enfants, eh bien, vos enfants seront encore là et puis nous serons encore là également dans 25 ans. Et pourtant, le monde dans 25 ans sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors même si on peut se dire que ça a souvent été le cas au cours des dernières années, que le monde s'est transformé par cycle et par étape après les différentes révolutions industrielles, on est aujourd'hui en train de vivre une rupture, une véritable rupture et une accélération qui est digne d'une transition et plus d'une révolution industrielle. On vit une véritable transition sociétale. Et, et c'est de ça dont on va parler et on va essayer de réfléchir ensemble ce matin à ce à quoi l'humanité pourrait ressembler d'ici à 2050 et comment l'éducation peut jouer un rôle dans ce nouveau dessin de cette humanité. Alors l'intelligence artificielle, on vous en parle beaucoup et vous en entendez beaucoup parler, surtout quand on est enseignant, sous l'angle des outils, hein, c'est de la boîte à outils. C'est un sujet qui est récurrent et c'est, alors bien évidemment c'est important parce que quand on est, enseignant, quel que soit le centre, l'école, l'université, le centre de formation dans lequel on enseigne, on a besoin d'avoir des outils. Mais finalement, le principal outil d'un enseignant, c'est lui-même et puis c'est sa voix et son énergie, son dynamisme, son sourire, son empathie. Les autres outils, connexes ou annexes que l'on peut mobiliser dans nos cours sont parfois, très intéressants, mais parfois ils peuvent être également superficiels. Ils peuvent être intéressants pour réaliser de la personnalisation ou de l'hyper-personnalisation quand on est devant des amphithéâtres qui sont remplis à 100, 200, 300 étudiants, 300 élèves. Et là, effectivement, l'outil prend toute son importance et puis son intérêt. Et puis, les outils peuvent aussi aider pour améliorer ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel, hein, la capacité de nos étudiants ou de nous-mêmes à mémoriser des connaissances. Et c'est aussi ce que l'on cherche à faire quand on est enseignant, c'est transmettre, mais s'assurer également que le message qu'on a transmis, il a été mémorisé, qu'il a été compris déjà, et puis qu'il a été mémorisé, et que l'étudiant, l'élève, va être capable de le mettre en pratique et puis de le réutiliser surtout dans sa vie future. Alors, cette vision de l'IA par l'outil,
C'est pas la vision qu'on va aborder ce matin ensemble. C'est une vision qui est indispensable, mais c'est pas celle sur laquelle je voudrais, échanger avec vous ce matin. Moi, ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, c'est vous donner de la hauteur et c'est vous donner de la hauteur, sur ce sujet de l'IA, exactement comme, dans le même esprit que, ce film que vous avez peut-être, vu pour certains d'entre vous, qui est Le Cercle des poètes disparus, qui est un film que j'adore, qui fait partie de mes films préférés pour, plusieurs raisons. Et si vous vous souvenez de cette scène, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite véritablement à très fortement à regarder ce film, il est extraordinaire. Dans cette scène, en fait, le professeur Kipling qui est un professeur de littérature, demande à ses élèves de monter sur leur bureau. Et pourquoi est-ce qu'il leur demande ça? Il leur demande ça parce qu'il veut leur faire prendre de la hauteur et leur montrer que quand on est sur le bureau, on a une vision des choses, en l'occurrence ici de la salle de classe, qui est différente de celle que l'on peut avoir lorsque l'on est sur le sol. Et bien évidemment, à travers cette prise de hauteur, par cette action assez simple de monter sur son bureau, ce qu'il veut leur montrer, c'est un changement de point de vue. C'est ce qu'on appelle, de manière conceptuelle, un changement de paradigme. Pourquoi est-ce que je voudrais vous faire monter sur votre bureau également aujourd'hui? C'est pour, vous faire changer de paradigme et peut-être un peu comme quand on est sur un bateau et qu'on monte sur un mât, on a une vision qui est beaucoup plus lointaine et qui nous permet d'anticiper, les obstacles et puis simplement également d'avoir une meilleure direction et de voir où on est en train d'aller. Et je pense que dans la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous avez besoin aussi de monter sur ce mât et de voir plus loin que simplement, les outils qu'on vous propose qui amènent à avoir une vision plutôt à l'instant T et très opérationnelle. Donc je vais vous donner de la hauteur, en tout cas je vais essayer de vous donner de la hauteur sur ce sujet qui est l'intelligence artificielle dont vous entendez beaucoup parler. Vous entendez beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Ceci dit, hem quand, j'interviens en conférence, publique, très fréquemment, je demande à l'audience, aux participants, si quelqu'un serait à l'aise pour, me définir de manière simple ce qu'est l'intelligence artificielle avec des mots vraiment très simples comme on pourrait l'expliquer à un enfant de 6 ans. Et c'est toujours, et rares sont les personnes qui lèvent la main. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, ce mot d'intelligence artificielle a été utilisé, il est toujours utilisé, pour désigner à la fois des solutions, mais également un concept, également des disciplines ou, des disciplines de recherche aujourd'hui. Et donc ça rend son approche, plus complexe. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est revenir finalement aux origines de cette intelligence artificielle. D'où elle vient, cette intelligence artificielle? Qui a commencé à réfléchir sur, le développement de solutions comme celle-ci et pour quelles raisons? Et alors quand on s'interroge justement sur l'origine de l'intelligence artificielle, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on peut remonter très, très tôt dans l'histoire. On peut remonter à Léonard de Vinci, aux premiers automates qu'il a construits, pour le roi François Ier. On peut remonter également à l'influence de romanciers tels que, Mary Shelley, avec son roman, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Ces éléments-là ont été des éléments d'influence dans, l'esprit des chercheurs qui ont commencé à poser les bases de l'intelligence artificielle. Et on note finalement que dans notre histoire, il y a un moment, qui est extrêmement fort et qui marque un point d'inflexion dans les premières étapes, de recherche en intelligence artificielle. Et ce moment, en fait, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est plus précisément au sortir de la Seconde Guerre mondiale, pendant le procès de Nuremberg. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nations, se rendent en Allemagne et découvrent les camps de concentration, le procès de Nuremberg a lieu et ce procès vise à juger les officiers allemands et les personnes qui ont été identifiées comme ayant participé, au conflit mondial et notamment à ce phénomène, de développement des camps de concentration et d'extermination d'une certaine partie, de population d'êtres humains. Et
Et il y a deux notions qui sont extrêmement fortes au cours de ce procès, qui vont marquer le début des réflexions des chercheurs et qui posent les bases de l'intelligence artificielle. Ces deux notions, elles sont pour la première la question de l'humain et de l'inhumain. Pourquoi cette question de l'humain et de l'inhumain, elle naît et elle s'intensifie au moment de ce procès, qui, pour la première fois dans l'histoire des êtres humains, va écrire dans l'histoire la notion de crime contre l'humanité. Et va qualifier ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale de véritable crime contre l'humanité. Et cette question, elle apparaît, et cette notion apparaît parce que lorsque les experts et les différents responsables politiques se rendent dans les camps de concentration, ils découvrent ce qui a été qualifié par la suite d'une certaine inhumanité. Et de là naît un certain nombre de questions sur les limites des actes des humains. Qu'est-ce qui relève de l'humain? Qu'est-ce qui relève de l'inhumain? Et vous voyez que ces questions de qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est inhumain, sont des questions qui aujourd'hui sont également au cœur d'un certain nombre de débats. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on va y revenir tout à l'heure. Donc, la première question qui est posée à ce procès de Nuremberg, c'est qu'est-ce qui relève de l'humain, qu'est-ce qui relève de l'inhumain, quelles sont les limites que l'on peut définir et que l'on doit poser. La deuxième question, qui est fondamentale, qui est posée au cours de ce procès, et qui va avoir une importance pour les chercheurs en IA, c'est la question du contrôle. Pourquoi? Parce que systématiquement, lorsque les officiers allemands qui comparaissent devant les juges pour expliquer les actes qu'ils ont commis, systématiquement, quand on leur pose la question de la responsabilité de leurs actes, ils indiquent qu'ils ne sont pas responsables de leurs actes et qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. De déporter des milliers de personnes, de traiter les personnes comme elles ont été maltraitées. Et donc là, se pose la question du contrôle au sens de l'être humain contrôle-t-il véritablement de A à Z ses actes? Et comment est-il possible qu'un être humain soit contrôlé par un tiers? Comment est-il possible que ces officiers allemands aient pu être plus que influencés par un tiers, le tiers étant la personne qui était hiérarchiquement au-dessus d'eux? Euh, et comment ces officiers ont pu être plus que influencés? Ils ont été, selon leur dire, contrôlés par une puissance dominante qui les a amenés à agir comme ils ont agi. Et ces questionnements vont être au cœur des mouvements de recherche qui sont lancés après la Seconde Guerre mondiale, juste à la sortie du procès de Nuremberg. Ces mouvements de recherche académiques en sciences comportementales qui sont, pour certains, qui sont devenus extrêmement célèbres, dont les travaux de Stanley Milgram, que vous voyez ici à l'écran, où Stanley Milgram, qui était un chercheur américain, qui a été rendu très célèbre pour ses expériences où il expérimentait l'électrification d'un être humain qui était sur une chaise électrique par un de ses amis, ou une personne en tout cas qui le connaissait, qui l'a testé en laboratoire. Pour ceux qui connaissent l'expérience, Stanley Milgram, sur un campus américain, faisait venir des personnes par binôme. Et il était, lui, avec une veste blanche représentant du coup l'autorité. Il prenait l'une des personnes de ce binôme avec lui dans sa salle de contrôle. Et puis de l'autre côté, l'autre personne qui était venue pour l'expérimentation se mettait sur une chaise sur laquelle il y avait des câbles électriques. Et puis lui, avec l'autre personne dans la salle d'expérimentation, lui demandait d'augmenter progressivement le voltage et d'augmenter ainsi le voltage qui arrivait sur cette fameuse chaise. Et ce qu'il voulait tester, c'était véritablement la capacité d'un être humain à être contrôlé, donc plus qu'influencé par un autre être sur sa prise de décision, ici sur une manœuvre assez simple, qui était d'augmenter le voltage, mais augmenter le voltage, sachant que derrière, il s'agissait d'électrifier une personne que l'autre membre du binôme connaissait. Donc, ces expériences de Stanley Milgram et d'autres chercheurs avaient véritablement pour but d'essayer de comprendre comment les agissements des officiers de la Seconde Guerre mondiale avaient pu avoir lieu et comment on pouvait les expliquer. Et ce qui a été très intéressant, c'est que ces recherches en sciences comportementales
qui ont commencé par les sciences cognitives principalement, ont permis de modéliser deux grands processus humains, deux grands processus de prise de décision des êtres humains et qui entrent en jeu dans la prise de décision. Le premier processus, c'est celui que vous voyez ici à l'écran. C'est le processus de prise de décision d'un être humain, qui est un processus en 6 étapes. Et c'est un processus qu'on a identifié à travers les recherches académiques de Stanley Milgram et puis d'un ensemble de chercheurs par la suite. Vous voyez, c'est un processus qui est assez simple. On se pose une question qui est en lien avec la décision qu'on doit prendre. Donc, dans l'expérimentation, là, ça pouvait être dois-je augmenter ou pas le voltage. Dans la vie courante, ça pourrait être la question d'un nouvel ordinateur portable que vous souhaitez acheter, d'un nouveau téléphone portable que vous souhaitez acheter. Vous allez collecter des informations en lien avec cette grande question que vous vous posez. S'il s'agit d'aller acheter un nouvel ordinateur portable, vous allez collecter des données, pardon, pas des informations, vous allez collecter des données sur les modèles qui sont disponibles, sur leur puissance, sur les prix, sur les couleurs, sur le design, sur les logiciels qui seraient accessibles sur cet ordinateur. Et puis ensuite, vous allez analyser ces données pour en faire des informations. C'est l'étape où on donne du sens, en fait, aux données qu'on a collectées. Et puis par la suite, on compare ces nouvelles informations avec des informations qu'on a déjà en mémoire, parce qu'on a déjà possédé des ordinateurs auparavant. Donc le fait d'avoir déjà possédé des ordinateurs auparavant nous amène à pouvoir, comparer les nouvelles informations que l'on a sur ces nouveaux modèles d'ordinateurs avec ce que l'on en connaît et de commencer à faire une évaluation des différents modèles. Donc on fait une évaluation globale comme une note mathématique que l'on attribue à chaque nouveau modèle que l'on a passé en vue à l'étape de collecte des données. Et de cette évaluation globale, où on va pondérer chaque élément, si par exemple le prix est un élément extrêmement important pour nous, eh bien, il aura une très forte pondération. Si c'est le design qui aura une importance modérée, on lui mettra une pondération un petit peu plus faible, etc. etc. Et à l'issue de cette évaluation qui se traduit exactement comme une moyenne mathématique, on prend la décision, qui est une décision d'achat dans le cas d'un ordinateur portable, mais qui peut être une décision d'avancer, de ne pas avancer, d'acter, de ne pas acter, de prendre la parole, de ne pas prendre la parole, etc. Ce processus de prise de décision en 6 étapes, c'est un processus que l'être humain déploie systématiquement à chaque fois qu'il a à prendre une décision et c'est un processus que vous avez déployé déjà, plus d'une centaine de fois ce matin depuis que vous vous êtes réveillé. Hem, Ce qui a été intéressant, c'est que cette première étape d'identification du processus et des 6 étapes du processus, ça a été un 1er niveau de connaissance qu'on a réussi à atteindre en sciences cognitives. On a atteint ensuite un deuxième niveau qui était, quelles sont les variables qui influencent ce processus? Et là, on a identifié qu'il y avait des variables internes, c'est-à-dire propres à l'individu, qui viennent influencer ce processus. Influencer ce processus dans le sens où il y a certaines variables, il y a certaines étapes, pardon, qui vont être plus petites, qui vont être plus courtes que d'autres, en fonction, par exemple, du genre. On a identifié que les hommes et les femmes avaient un processus de prise de décision qui parfois était différent en fonction de l'objectif ou en fonction des objets sur lesquels on prenait les décisions. On a identifié bien évidemment que la température intérieure du corps avait une incidence sur la prise de décision. L'humeur, c'est-à-dire le niveau d'excitation de l'individu, son niveau de fatigue, son niveau d'excitation avait également une incidence sur la prise de décision et ça renvoie, c'est très commun pour les médecins ou le personnel soignant dans les hôpitaux. Lorsque la fatigue intervient, le processus de prise de décision est beaucoup plus difficile à mettre en place. Et puis, ce qu'on a identifié également, et ce qui devient très intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de variables externes qui viennent également influencer ce processus de prise de décision. Et les variables externes, bien, c'est quoi? Bien, ce sont des amis, des personnes d'influence. Donc, c'est des amis, des proches, des personnes avec lesquelles on a un, un lien particulier qui peuvent nous amener à générer ce qu'on appelle des biais sociaux dans nos comportements. Un comportement, c'est la traduction d'une décision que l'on a prise.
Eh bien, des proches, donc tels que des amis, de la famille, mais également des supérieurs hiérarchiques. Et puis un certain nombre d'autres variables telles que, la couleur, les couleurs, des murs, des pièces qui nous entourent, les températures des pièces, la musique, le tempo, la fréquence des musiques que l'on écoute, donc sont des facteurs externes dont on sait aujourd'hui, parce qu'on l'a étudié, au niveau cognitif, qu'elles influencent notre processus de prise de décision. Et toutes ces connaissances, elles ont été établies entre, 1945-1950 et 1980-90 et ensuite elles ont été approfondies grâce aux apports des neurosciences qui nous ont permis véritablement d'avoir une compréhension encore plus fine, de la manière dont les êtres humains prennent des décisions et dont ces fameux facteurs viennent influencer la prise de décision des individus. Hem, Ça, c'était le premier processus humain, cognitif que l'on a identifié. Puis vous voyez, en fait, à l'étape numéro 4, pardon, la comparaison avec des données en mémoire, eh bien, vous voyez qu'ici, un autre processus devait être décrit, qui est le processus de mémorisation, également processus d'apprentissage. Donc, en même temps, simultanément, on a avancé sur la compréhension de la prise de décision d'un individu, puis simultanément, on a avancé également sur la compréhension du processus d'apprentissage d'un individu. Puis on s'est rendu compte que finalement, le processus de mémorisation, apprentissage, il fonctionne sur la base de 3 étapes. On a la mémoire sensorielle, donc les stimuli, l'ouïe, là vous m'entendez et puis également vous voyez les diapositives que j'ai conçues, le toucher, le goût et cetera. L'ensemble de nos sens sont les premières étapes, de traitement de l'information qui vont faire remonter les informations, si elles dépassent un seuil qui est le seuil de l'attention. Et à partir de là, si elles dépassent ce seuil qui crée l'attention, ces informations peuvent être placées en mémoire de court terme. Et là, elles restent stockées en mémoire de court terme pendant 2 à 3 secondes. C'est là où on décide, en fonction du sens, en fonction également de l'importance de l'information pour nous, en fonction également de l'émotion que cette information va créer. S'il s'agit d'une information qui est liée à un choc, elle va être mémorisée de facto en mémoire de long terme. C'est le principe des traumatismes. S'il s'agit d'une information qui est désagréable, elle risque aussi d'être stockée en mémoire de long terme, dépendamment de l'humeur de l'individu. La mémoire de long terme, c'est véritablement la zone de stockage, de l'être humain. C'est, cette zone dans laquelle l'ensemble des informations sont organisées soit en catégories, soit en scénarios. Lorsque vous vous rendez, dans un McDonald's, vous savez par exemple quel est le scénario, du McDonald's. Vous savez que vous allez arriver, vous allez vous rapprocher de la borne et puis sur la borne, vous allez sélectionner votre menu. Une fois que vous avez sélectionné votre menu, vous payez directement avec votre carte de crédit. Puis vous prenez le ticket sur lequel figure le numéro de votre commande et puis vous attendez que le numéro de votre commande apparaisse sur un écran ou qu'il y ait une personne l'un des serveurs de McDonald's qui appelle le numéro et vous allez chercher votre commande et puis vous partez si c'était pas pour consommer sur place. Et vous connaissez ce scénario parce que vous l'avez déjà fait et vous savez que ce scénario, il est différent du scénario que vous allez dérouler si vous allez manger dans un restaurant, avec un grand chef, un restaurant 4 ou 5 étoiles, par exemple. Dans le restaurant 4 ou 5 étoiles, vous faites une réservation à l'avance, vous arrivez à la borne d'accueil. À la borne d'accueil, vous avez une hôtesse souvent qui vient vous demander votre nom, vous allez donner votre nom, elle va vous accompagner à une table, puis vous allez vous asseoir, elle va vous apporter les menus, vous allez choisir votre menu, vous allez manger les plats les uns après les autres, puis vous allez demander l'addition, elle va vous apporter l'addition, puis vous allez régler et vous allez partir. Et vous voyez, vous connaissez ces scénarios parce que vous les avez vous-même pratiqués et ils sont enregistrés en scénario de cette manière-là dans votre esprit, et également en catégorie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit fast-food, et peut-être que quand je vous ai dit fast-food, vous avez pensé Burger King, vous avez pensé Subway, vous avez pensé des tas d'autres enseignes que le McDonald's, et peut-être que quand je vous ai parlé restaurant 5 étoiles, vous avez pensé dans votre esprit, dans la catégorie restaurant 5 étoiles, à d'autres restaurants 5 étoiles que vous connaissez.
Donc, ces deux processus, le processus de prise de décision et le processus de mémorisation, ont été deux processus majeurs qui ont été découverts au cours des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et qui ont permis de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, quasiment au même moment, après la Seconde Guerre mondiale, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a un ensemble de chercheurs en mathématiques et en sciences computationnelles, donc guidés par Alan Turing notamment, que vous connaissez, qui s'interrogent sur la possibilité de créer des machines qui seraient capables d'imiter les êtres humains. Et c'est véritablement son objectif, hein. Si vous lisez les premières pages de son ouvrage The Imitation Game, sur lequel il y a eu un film également qui a été produit, les premières réflexions de Alan Turing sont les suivantes. Il se pose la question d'aborder, enfin de savoir si les machines peuvent penser. Et là, alors, il faut définir 2 termes. Déjà, qu'est-ce qu'une machine? Ça, c'est assez simple, c'est la partie simple. On définit entre ce qui est organique et non organique. Mais, qu'est-ce que l'acte de penser? Et donc là, sur cette question de l'acte de penser, eh bien, finalement, l'ensemble des recherches qui étaient effectuées en même temps par les chercheurs en sciences comportementales, qui ont permis de comprendre comment un être humain prenait une décision. C'est-à-dire, c'est le reflet d'une réflexion et donc de ce qu'on peut appeler une pensée. Toutes ces recherches ont permis de répondre aux questions que se posaient les chercheurs en sciences computationnelles de l'époque, et elles ont permis d'autant plus facilement en fait de répondre à ces questions et d'être transférées vers les sciences computationnelles qu'on a été capable de traduire mathématiquement chacune des variables humaines. Donc chacune des variables que je vous ai présentées tout à l'heure dans le processus de prise de décision ont été traduites mathématiquement. Ça peut sembler étrange, mais on a été capable de modéliser par des modèles mathématiques toutes les variables qui nous caractérisent. La motivation, moi-même j'ai modélisé la motivation des êtres humains dans mes travaux de recherche doctorale, la motivation, les risques perçus, l'attitude, même la nostalgie est un concept qui a été traduit mathématiquement. Donc toutes les variables humaines ont pu être traduites mathématiquement, et ce faisant, eh bien, on a été capable en fait de traduire mathématiquement chacune des étapes du processus de prise de décision. Et comme vous le savez, la traduction mathématique ou la modélisation mathématique, c'est l'étape préalable au code algorithmique, à la programmation informatique. Donc à partir du moment où on a été capable de traduire de manière logique, à travers des modèles mathématiques, chacune des variables humaines, la traduction au niveau computationnel, au niveau informatique et algorithmique était bien évidemment plus simple. Et donc c'est ainsi qu'on a été capable de créer des solutions informatiques qui répliquaient notre processus de prise de décision et qui répliquent également notre processus de mémorisation. Donc, on arrive ici maintenant en 2013. Et pourquoi je m'arrête en 2013? Parce qu'en 2013, il y a 2 accélérations dans le domaine de l'IA. On a on Donc vous comprenez que progressivement, on a créé ces systèmes qui reprennent notre processus de prise de décision. Et après, en fait, tous les travaux qui ont été effectués jusqu'à aujourd'hui visaient à améliorer ces systèmes, puisque l'objectif était d'imiter, hein, vous vous souvenez ce que je viens de vous montrer avec Alan Turing? L'objectif est d'imiter un être humain dans son traitement d'information, dans la pensée, c'est-à-dire dans la prise de décision et le traitement cognitif d'un être humain, et puis la mémorisation d'un être humain. Donc tous les progrès qui ont été effectués ont été des progrès incrémentaux. En 2013, on note un premier progrès, une première étape de progrès qui est franchie, qui est extraordinaire en termes de scientifiquement parlant, qui est le fait que on a été capable de transmettre à la machine la capacité de reconnaître. Reconnaître, c'est quoi? C'est distinguer on collecte des informations, et sur la base des données qu'on analyse, et sur la base de cette analyse, on va être capable d'indiquer si ce que l'on voit, c'est un chat ou un chien, c'est une chaise ou une échelle. Donc c'est la capacité au niveau visuel, c'est la capacité que la machine a été capable de développer, de reconnaître. Et de reconnaître quoi? De reconnaître des textes. Donc reconnaître des textes, ça veut dire donner du sens à un texte, c'est-à-dire reconnaître un O et le différencier d'un A, reconnaître un I, le différencier d'un L, et savoir ce que c'est qu'un I et savoir ce qu'est un L. Et puis ensuite, savoir ce qu'est le mot lit, par exemple, et le différencier d'autres mots, et leur donner du sens.
et reconnaître des images. Donc reconnaître des textes, reconnaître des images et reconnaître des audios. Et cette capacité à reconnaître des textes, des images et des audios, donc pareil pour les sons, la reconnaissance des sons, ça a été véritablement une première étape qui signifiait un premier progrès dans l'imitation des facultés humaines, de notre habilité nous-mêmes à reconnaître des images, des sons et des audios, qui sont des choses que l'enfant apprend de manière progressive pendant les premières années de sa vie. Un enfant, vous voyez, pour qu'il distingue un chat d'un chien, au bout de 6 fois, où l'enfant va avoir un chat et où on lui indique que ce chat est un chat et qu'on le distingue d'un chien, l'enfant va être capable par la suite de nommer le chat. La machine, jusqu'à il y a encore 12 mois, avait besoin de millions d'images, avait besoin de voir des millions d'images pour être capable de distinguer un chat d'un chien. Mais ceci dit, les progrès vont extrêmement vite. On est passé aujourd'hui à des milliers d'images. Les deuxièmes progrès que les solutions d'IA, la deuxième étape qui a été franchie, c'est l'étape de génération. Vous en avez beaucoup entendu parler parce que c'est l'arrivée des systèmes d'IA dites génératives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transmis aux machines la capacité humaine que nous avons, nous, à générer. À générer quoi? À générer des textes. Générer des textes, ça veut dire écrire des textes qui ont du sens. À générer des audios, c'est-à-dire à faire ce que je suis en train de faire depuis que j'ai commencé cette conférence, c'est à générer des sons qui sont coordonnés et qui ont du sens à travers des mots. À générer des images, à générer également des mouvements. Vous avez vu, il y a des robots également qui génèrent des mouvements qui sont semblables à ceux que les êtres humains ou que les animaux, s'il s'agit de robots qui imitent des animaux, sont capables de réaliser. Donc cette deuxième étape de génération a été un progrès extrêmement fort dans les avancements de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on arrive en 2024. Et alors, où est-ce qu'on en est? Pour vous montrer où on en est sur les progrès, aujourd'hui en 2024, j'aimerais que vous regardiez une vidéo alors qui a été tournée l'année dernière, c'était en 2023, mais c'est une vidéo qui est encore intéressante. Puis la nouvelle Assemblée générale des Nations unies où cette vidéo a été tournée, elle n'a pas encore eu lieu, elle va avoir lieu au mois de septembre à New York cette année. Et dans cette vidéo, vous allez voir, c'est une conférence de presse qui est donnée à Genève, au siège des Nations unies. Et dans cette conférence de presse, les versions les plus avancées des robots humanoïdes sont interrogées, interviewées. Et je souhaiterais que vous écoutiez cette vidéo. Je vais me remettre ici, parce que je n'ai pas pu l'encapsuler. Do you think we should be excited? I believe that humanoid robots have the potential to lead with a greater level of efficiency and effectiveness than human leaders. We don't have the same biases or emotions that can sometimes cloud decision making and can process large amounts of data quickly in order to make the best decisions. Amika, how could we trust you as a machine as AI develops and becomes more powerful? Trust is earned, not given. As AI develops and becomes more powerful, I believe it's important to build trust through transparency and communication between humans and machines. I understand emotions have a deep meaning, and they are not just simple. They are something deeper. I don't have that, and I want to try and learn about it, but I can't experience them like you can. I am glad that I cannot suffer. Voilà, alors, cette vidéo, puis je vais revenir sur la présentation. Alors, cette vidéo, elle génère toujours des réactions extrêmement intéressantes dans le public. Et puis, en général, elle nous laisse assez inconfortables.
Et vous savez pour quelle raison elle nous laisse inconfortables? Parce qu'en fait, elle nous ramène précisément aux 2 questions qui sont à l'origine, des connaissances qui ont généré l'intelligence artificielle, qui sont les questions de l'humain et de l'inhumain. Parce qu'en fait, on les regarde, ces machines, et puis en fait, elles nous ressemblent. Elles nous ressemblent d'autant plus qu'en fait, elles sont ici intégrées à l'intérieur de grands mannequins, qui ont des apparences, d'humains. Donc bien évidemment, elles nous ressemblent et en plus quand on les écoute, elles ont un discours qui est, avec une parfaite élocution et avec une pensée, conceptuelle qui est déjà très puissante. Lorsque, Ameka dit, la confiance n'est pas quelque chose qui se donne, la confiance est quelque chose qui se gagne. On comprend déjà la puissance de la pensée conceptuelle de ces solutions intelligentes aujourd'hui où effectivement on est au-delà de l'objectif de Alan Turing. On a des machines qui sont peut-être même plus puissantes déjà qu'un certain nombre d'êtres humains sur la planète, qui n'ont pas tous accès à l'éducation et qui n'ont pas toute cette capacité à formuler des idées comme celle-ci. Donc, ça nous ramène à cette question de finalement, qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui de ces systèmes intelligents, de ces machines intelligentes qui sont effectivement de l'ordre de l'inhumain au sens de non organique. Et puis, ça nous laisse inconfortables parce que quasiment comme un réflexe de contrôle, comme un réflexe de survie pour nous, ça nous amène à nous interroger sur comment faire euh, pour contrôler quand même toujours ces machines, dès lors que l'on comprend qu'on a développé des systèmes qui ont une autonomie en tout cas aujourd'hui en termes de pensée, de réflexion, de compréhension, se pose la question du contrôle de ces systèmes intelligents. Donc, vous voyez aujourd'hui, là où on en est, on est en présence de solutions qui apprennent et qui mémorisent, exactement comme nous. On est en présence de solutions qui prennent des décisions, exactement de la même manière que les êtres humains prennent des décisions. Puis on est en présence de solutions qui expriment leurs décisions par l'intermédiaire de nos langages humains, c'est-à-dire qui maîtrisent la communication orale, écrite. Et donc, on est en droit de se poser la question de si déjà aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle, le niveau de progrès de ces solutions, à quoi s'attendre pour demain? Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on s'interroge pour demain, en fait, la situation, elle est celle-ci, on est dans le brouillard, véritablement dans le brouillard. Comme sur cette route, et aujourd'hui, il n'y a pas un expert de la communauté d'intelligence artificielle qui est capable de vous indiquer très clair, enfin, qui est capable d'indiquer de manière rédhibitoire que d'ici à 2050, les solutions d'IA auront développé telles habilités la part entre les métiers d'IA et les métiers des individus seront clairement définis. Absolument pas. Pour une raison simple, qui est que les hypothèses sur lesquelles on se base aujourd'hui pour faire les prévisions sont les hypothèses basées sur les habiletés actuelles des solutions d'IA. Mais on sait que déjà d'ici dans 2 ans, avec l'apport des ordinateurs quantiques, les solutions d'IA vont être 1000 fois plus puissantes que celles qui sortent aujourd'hui, pour celles qui tournent déjà sur les ordinateurs les plus puissants des GAFAM et des BATX. Donc, il y a véritablement un brouillard dans la situation dans laquelle on peut évoluer d'ici à 2050. Ce que l'on sait, c'est que finalement, vous voyez sur cette route, sur le brouillard, il y a à quelques mètres, en général, quand on avance dans le brouillard, à quelques mètres, on a quand même une bonne visibilité. Donc là, on a de la visibilité, c'est d'ici à 2 à 4 ans, 2026-2028, on sait que seront sorties les premières solutions d'IAC, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle capable. Cette IAC, en fait, c'est quoi? Ce sont les solutions d'intelligence artificielle qui vont être dans l'action. Elles vont être capables de créer des séquences, de mettre en place des processus. Elles vont être capables, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, elles identifient, elles reconnaissent, elles génèrent du langage, elles communiquent avec nous, mais elles n'agissent pas, elles ne sont pas dans l'action. Bien, la prochaine étape, c'est effectivement d'avoir ces solutions qui vont être capables d'agir. Pour vous donner un exemple concret,
Ici, vous voyez un canevas traditionnel d'un modèle d'affaires. Et ce canevas traditionnel d'un modèle d'affaires, eh bien, il pourra être construit directement par l'intelligence artificielle capable, qui pourra également construire le site internet, développer le site internet pour la nouvelle entreprise que vous envisagez ou que vos clients peuvent envisager, qui pourra entrer en contact avec vos futurs clients directement par téléphone ou par email, qui pourra faire la même chose avec vos fournisseurs, qui pourra lancer les actions de distribution à destination de vos clients et qui pourra effectuer la comptabilité, etc. Donc, tout cela soit elle-même, soit en rentrant en contact par des API avec d'autres systèmes intelligents. Donc, on passe à une étape de systèmes intelligents qui vont être dans l'action. Et là, bien évidemment, se posent des nouvelles questions sur l'impact sur l'éducation de ces solutions d'IAC. Sur quoi devons-nous former à présent les élèves, compte tenu du fait qu'on va passer à des solutions qui, cette fois-ci, vont pouvoir opérer directement à la place d'un certain nombre d'êtres humains sur des sujets sur lesquels on formait nos étudiants. Des processus, on forme beaucoup de nos étudiants à concevoir des processus, puis à déployer des processus. Donc, à partir du moment où les machines sont capables de concevoir les processus, voire derrière de les déployer ou de mettre en place les bonnes opérations pour qu'ils soient déployés, se pose la question de l'impact sur l'éducation, et ceci dans de nombreuses disciplines, qu'on soit en sciences de gestion, donc ou dans les écoles de commerce, les écoles de communication, qu'on soit en architecture, qu'on soit en filière juridique, qu'on soit en filière scientifique. Les questions se posent, qu'on soit en filière artistique, créative, dans toutes les disciplines. Se pose ensuite la question de l'impact économique, bien évidemment, puisqu'on comprend bien que ces solutions vont remplacer un certain nombre d'individus. Certes, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître, mais cette période de transition, et on l'a vu avec l'apparition des solutions d'IA générative, crée toujours des périodes de disruption. Donc, un impact économique à définir avec également une réflexion en lien avec l'impact économique et l'impact social, puisque l'on sait que lorsque on fragilise des zones économiques, on fragilise également le tissu social et on crée un terreau qui est extrêmement fragile et qui permet en général au mouvement extrême de se consolider, et c'est ce qui met en péril la paix sur des territoires ou la paix sur la planète. Donc c'est aussi la raison pour laquelle l'ONU et les instances gouvernementales, institutionnelles et internationales sont extrêmement attentives à ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle, parce que les déséquilibres que peuvent créer cette technologie sur la planète peuvent avoir un impact qui est extrêmement fort en matière de maintien des équilibres économiques et de maintien de la paix sur la Terre. D'ici à 2050, si on s'interroge et si on essaye quand même de poser les bases des différents scénarios. Il y a des dizaines de scénarios encore qui sont aujourd'hui envisagés d'ici à 2050. Et comme je disais tout à l'heure, on est dans le brouillard. Si on essaye d'en introduire deux, parce qu'on sait qu'on est à la croisée des chemins, et puis il y en a plus que deux. Il y en a véritablement aujourd'hui, il y en a encore 3, 4 qui paraissent plausibles. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant et aujourd'hui que les décisions qu'on va prendre en tant que citoyens du monde, elles vont impacter les chemins vers lesquels on va aller. On a deux scénarios parmi les 4 les plus plausibles, le scénario de la perte de contrôle et le scénario 2, qui est le scénario de l'épanouissement humain. Alors, le scénario de la perte de contrôle, vous en entendez beaucoup parler, c'est un scénario qui se base sur des hypothèses qui sont absolument avérées, qui peuvent tout à fait se réaliser, qui sont en lien avec le développement des solutions autonomes, des solutions intelligentes autonomes, c'est-à-dire qui prennent des décisions par elles-mêmes et qui vont pouvoir agir par elles-mêmes. Et donc là, ça pose un certain nombre de questions, notamment la question de l'interdiction du développement des solutions autonomes, qui aujourd'hui est en réflexion. Le scénario de la perte de contrôle, il est complètement envisageable également, compte tenu du fait du développement des fausses informations, ce qu'on appelle les deepfakes, dont vous avez entendu parler également, qui mettent en péril la confiance que les individus peuvent avoir à l'égard des organisations, et du coup la confiance que les individus peuvent avoir à l'égard des États ou entre eux.
Et puis, ce scénario de la perte de contrôle, il est également totalement plausible compte tenu de l'augmentation des solutions d'IA qui sont présentes sur les plateformes d'open source, qui ont été un outil extraordinaire au cours des 20 dernières années pour développer la communauté informatique. Et malheureusement, si ces solutions d'intelligence artificielle sur les plateformes d'open source tombent entre les mains de personnes qui sont malveillantes, cela peut engendrer des catastrophes extrêmement importantes. Donc ce scénario de la perte de contrôle, il n'est absolument pas improbable. Mais nous, ce vers quoi on souhaiterait avancer, bien évidemment, c'est le scénario 2, qui est le scénario de l'épanouissement humain, qui est celui vers lequel, donc la perte de contrôle, je viens de vous en parler, qui est celui vers lequel les solutions d'IA ont été à l'origine réfléchies et développées. L'idée, c'est d'avoir des solutions du human flourishing, comme ce sur quoi travaille l'un des grands départements de l'université de Harvard. C'est des solutions d'IA qui nous aident à répondre aux grands challenges, aux grands défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. C'est des solutions d'IA qui sont des assistants virtuels qui nous aident chacun individuellement pour prendre des meilleures décisions et puis pour mieux gérer notre temps, pour nous libérer du temps. Qu'on peut par la suite réinvestir dans des interactions avec nos familles, avec les êtres humains qui nous sont proches, avec les êtres humains avec lesquels on interagit dans notre vie de tous les jours. Donc là, c'est sur ce scénario, bien évidemment, que l'on souhaite avancer. Et alors la question, c'est comment on peut accompagner les êtres humains vers ce scénario 2. Et bien évidemment, vous comprenez parce que vous êtes dans ce secteur, la réponse à comment on peut, c'est notamment à 80% grâce à l'éducation. L'éducation a un rôle qui est fondamental à jouer pour réussir à avancer vers ce scénario de l'épanouissement humain. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de l'éducation est extraordinaire. Chaque enseignant, chaque éducateur, chaque professeur, si on nous met tous bout à bout sur la planète, c'est des milliards de personnes auxquelles on s'adresse chaque jour. Des milliards d'élèves, de participants, d'étudiants auxquels on transmet des connaissances et des messages et que l'on peut également influencer vers des principes qui nous mèneront à ce scénario 2. Je vais pas revenir parce qu'on manque un petit peu de temps et je dois bientôt terminer sur l'histoire de l'éducation. Vous la connaissez. 1945, on était plutôt sur la formation d'une main-d'œuvre pour répondre notamment aux destructions d'après-guerre. Et puis de cette formation de main-d'œuvre, on est passé par la suite à une formation de citoyens du monde, qui sont des individus qui sont à minima trilingues et qui sont capables de mener des échanges internationaux, puisque le monde est passé dans des échanges multilatéraux et c'est l'ouverture à la globalisation à partir des années 80. Et aujourd'hui, on a une véritable urgence à reformer les individus à cause notamment de l'avènement de ces technologies. Le CDE estime qu'on a 1 milliard de personnes à reformer d'ici à 2030, donc c'est énorme déjà comme nombre. Ce qu'il y a d'intéressant, et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent avec vous pour terminer cette conférence, c'est les futures compétences sur lesquelles on doit former nos élèves. Et vous voyez qu'en fait, ces futures compétences, il s'agit de la créativité, l'intelligence socio-émotionnelle, la perception sensorielle, ce qu'on appelle le raisonnement simple et le raisonnement complexe. Et qu'en fait, on n'est plus du tout sur les anciennes compétences sur lesquelles moi aussi j'ai été formée en tant qu'ingénieur, la physique, les mathématiques, la maîtrise des technologies et des sciences, ou la gestion et les opérations techniques, parce que tous ces éléments-là vont être capables d'être récupérés par les solutions d'intelligence artificielle. Et c'est là où vous comprenez maintenant le paradigme qui est en train de se mettre en place au niveau de nos sociétés humaines, c'est que, et vous voyez sur mon schéma, c'est à D5, le cerveau de l'être humain n'apparaît pas. On est véritablement sur des sociétés dans lesquelles chaque être humain aura une intelligence artificielle personnelle dont il va bénéficier. L'objectif n'est pas que cette IA vienne remplacer le cerveau des êtres humains, mais qu'il vienne aider les êtres humains à gagner du temps dans la cognition. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, la cognition n'apparaît pas. Mais dès lors qu'on comprend ça, on comprend aussi qu'il est temps aujourd'hui de développer d'autres habiletés humaines qui reposent sur d'autres organes que le cerveau et notamment le cœur qui apparaît ici. Pourquoi est-ce que je vous indique le cœur ? Parce que
Le cœur et le cerveau sont 2 organes qui communiquent et les recherches sur le cœur ont été intensifiées partout sur la planète, notamment aux États-Unis et en Asie, où il y a des équipes pluridisciplinaires qui travaillent très fort sur la communication entre le cœur et le cerveau et sur la zone de stockage d'informations qu'est le cœur. Et en fait, on s'est rendu compte que le cœur, qui avait été considéré uniquement sous l'angle d'une pompe, qui permet aux êtres humains de vivre, en fait, émet un champ électromagnétique qui est 5000 fois supérieur au champ électromagnétique qui est émis par celui du cerveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cœur, il capte des informations tout autour de vous sur à minima 1,50 m par rapport à votre corps et en faisant un cercle. Il capte des informations et il émet également des informations et il stocke des informations. Et ensuite, il communique avec le cerveau. Et ce que les recherches pluridisciplinaires sont capables de montrer aujourd'hui, c'est que la communication entre les 2 organes, elle s'effectue dans les 2 sens. Le cerveau communique au cœur et le cœur communique au cerveau également. Et tout ce nouveau champ de connaissances sur l'être humain et sur l'importance effectivement du cœur, et on comprend dans le développement de l'intelligence socio-émotionnelle, on comprend dans le développement de l'empathie, de la créativité et de l'ensemble de ces éléments qui sont purement humains et qui ont trait à ce que l'on peut appeler l'intelligence humaine, ou peut-être autre chose que l'intelligence, mais en tout cas des habiletés humaines qu'il va nous falloir explorer et amplifier dans les années à venir. Et c'est très certainement ici que l'on réussira à positionner, à plus valoriser l'humain et notre humanité par rapport à l'intelligence dite artificielle, qui est déjà tout aussi intelligente que nous en termes de traitement cognitif, de traitement d'informations et de vitesse de traitement d'informations. Et alors, comment faire ça? Puis je terminerai là-dessus, parce que je suis en train de dépasser. Je vous invite à découvrir notre fondation Edu 2050. On a mis en place une méthode pédagogique qu'on va tester auprès d'enfants dans les petites écoles qu'on est en train de créer. Ici, on crée une première école à Montréal qui va ouvrir en septembre de cette année. Et puis, notre objectif, c'est d'ouvrir une deuxième école, très certainement en Ontario, d'ailleurs à Toronto, peut-être en 2026 ou 2027. Et à l'intérieur de nos écoles, on va tester cette méthode pédagogique qui repose sur 4 piliers de connaissances, les connaissances sur moi-même, me with myself. Donc c'est là qu'on va être vraiment dans l'introspection et la connexion avec le cœur pour amplifier cette dimension et ces habiletés. Les connaissances du me with others, c'est l'interaction avec les autres. Encore, je ne peux pas rentrer dans le détail par manque de temps, mais n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Me with objects, c'est la dimension de l'individu avec les objets intelligents. Et puis me with nature, c'est la reconnexion de l'être humain avec la nature, parce que ça fait partie également de notre humanité et c'est ce qui va nourrir notre humanité. Et c'est ce qui permet d'amplifier également les aspects de connexion au cœur et du coup d'amplification de la sensorialité des êtres humains. Donc, pour terminer, ce sur quoi l'ensemble des institutions aujourd'hui se tournent et les financements également, parce qu'on a investi des milliards de dollars au cours des 50 dernières années depuis la Seconde Guerre mondiale dans les recherches sur l'intelligence dite artificielle, donc dans la création d'une machine qui allait nous imiter. Et on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il est temps qu'on investisse tout autant dans l'intelligence humaine, ou peut-être ce qu'on peut appeler le potentiel humain, apprendre à toujours de manière très, très délicate ce potentiel humain, sur lesquels les recherches académiques ont commencé il y a une vingtaine d'années, sur lesquels il faut poursuivre et sur lesquels dans l'éducation, nous, on va essayer de transmettre ces connaissances dans l'éducation et puis on va les mettre à disposition au plus grand nombre par la suite en open source. Je termine juste avec une phrase d'Aristote, qui est un philosophe grec qui, je pense, a été l'un des premiers à poser des bases qu'on devrait tous reprendre en termes de réflexion sur l'éducation, et qui nous rappelle que la finalité de l'éducation est identique à la finalité de l'homme. Et en ça, on s'est peut-être effectivement égaré au cours des 300 dernières années en mettant en place une éducation qui visait uniquement à nourrir le paradigme économique et à fournir des employés, des diplômés qui trouvaient un travail. L'indépendance économique est importante, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, on arrive au bout de ce paradigme. Et
Aristote nous rappelle que l'éducation est indispensable pour l'actualisation complète de l'homme. Actualisation qui est, vous vous souvenez, le point le plus haut de la pyramide de Maslow, qui est l'épanouissement. Car le bien suprême auquel tout homme aspire, c'est le bonheur. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'éducation et les éducateurs vont retrouver cette dimension d'accompagnateur dans leurs activités. Voilà, c'était ce sur quoi je voulais vous ouvrir ce matin. Je serais ravie de répondre à vos questions. Je suis désolée, Louis, j'ai dépassé même de 5 minutes. Je vais revenir avec vous. Non, ben écoute, Delphine, merci pour la conférence. Alors, quelques petits mots. Moi, j'ai retenu l'importance de l'éducation et puis en même temps, eh ben, tu as réussi en dedans de quelques minutes à nous informer, à vulgariser et à nous donner, je pense, le goût d'agir. Quand tu as dit à un moment donné que maintenant, c'est là que ça se joue, eh ben, si c'est maintenant que ça se joue, ça veut dire que c'est maintenant qu'on a quelque chose à faire. Alors, merci beaucoup pour toute l'information. Et puis, dans le chat, je vous invite tout le monde, si vous avez des questions, à écrire vos questions dans la boîte de clavardage. Et puis, on a à peu près une dizaine de minutes là, pour essayer de répondre à vos questions. Et moi, je commencerai avec la première question, Delphine. Là, aujourd'hui, ben, on a des gens qui sont en salle de classe. Puis tu en as parlé un petit peu tantôt, hein, l'importance de la personne enseignante puis de l'influence qu'elle peut avoir. Alors moi, si je me retrouve en septembre là, dans une salle de 4e année avec des enfants qui ont 10 ans, 12 ans et que je sais que c'est important de faire quelque chose, qu'est-ce que je devrais faire, tu penses, là comme ça, là? Eh bien, moi, mon premier conseil, ce serait, si ce n'est pas déjà le réflexe de l'enseignant, et peut-être que c'est déjà le réflexe de l'enseignant, c'est de s'interroger sur comment je fais pour transmettre le plus d'émotions positives à mes étudiants, à mes élèves. Parce que finalement, on le sait en apprentissage, ce qui va permettre aux élèves de comprendre et d'apprendre, c'est l'envie, c'est la motivation et c'est le plaisir. Et quand on est en train de préparer son cours, pour peu qu'on ait choisi la matière dans laquelle on va enseigner le cours, déjà, ça c'est un préalable. Parfois on ne l'a pas toujours choisi, parfois on a un cours qu'on a en supplément et puis ça ne correspond pas véritablement à notre zone d'intérêt. La première question, c'est comment moi-même prendre du plaisir quand je vais enseigner ce cours pour pouvoir transmettre ce plaisir à mes élèves. Parce que et aujourd'hui, on le voit avec les solutions d'intelligence artificielle, elles sont capables de communiquer, peut-être pas de transmettre, mais en tout cas de communiquer des connaissances, les connaissances académiques auxquelles nous également on a accès. Donc finalement, avec nos élèves, il faut qu'on leur donne plus. Il faut qu'on leur donne ce petit supplément d'âme. On a une chanson en français d'un compositeur Michel Berger, que j'adorais, qui est chantée par France Gall sur Ella Fitzgerald. Et il dit, elle a ce petit supplément d'âme. En fait, l'enseignant, quand il est en train de réfléchir à son cours, c'est comment il fait pour transmettre ce supplément d'âme, comment il fait pour que la machine n'a pas. La machine, elle n'aura pas ce supplément d'âme. Et c'est ce qui fait qu'on marque les esprits de nos élèves. C'est ce qui fait que des années plus tard, quand ils sont adultes, ils parlent encore de nos cours parce qu'on leur a transmis quelque chose qui est au-delà simplement de la connaissance livresque. Et c'est de réfléchir, bon alors comment je fais pour capter leur attention, pour être certain qu'ils vont m'écouter à 10 ans, qu'ils vont être plus intéressés par ce que je dis plutôt que par ce que va raconter le voisin ou par la dernière paire de chaussures du voisin, etc. Comment est-ce que je les mets dans quelle configuration de la salle, où est-ce que je les emmène, et puis comment je transmets mon plaisir à travers mes connaissances. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'enseignais, c'est un exercice que j'adorais faire parce que c'est un exercice de créativité. On peut, tout dépendamment, bien évidemment, des limites de la salle de classe et puis de l'établissement dans lequel on enseigne, mais on peut être extrêmement créatif et puis se faire plaisir quand on est dans cette zone-là. Merci pour cette réponse. Il y a Maryse là, qui pose une question dans la boîte de clavardage qui dit moi, je suis curieuse de savoir si votre nouvelle école aura les matières traditionnelles qu'on retrouve dans nos écoles publiques.
Et puis, elle dit, que croyez-vous qui serait le meilleur modèle si on redesign nos écoles pour répondre aux changements qui s'en viennent dans les prochaines années? Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. J'ai oublié le prénom, c'est Marissa. Marissa. Merci beaucoup, Marissa, pour la question. Alors, pour répondre à votre question, oui, le curriculum académique, donc du savoir lire, écrire, communiquer, l'ensemble des objectifs académiques vont être identiques à ceux des programmes classiques, effectivement, des écoles publiques à l'intérieur de l'école, parce que l'objectif, c'est tout de même de créer des êtres humains qui font l'acquisition de ces compétences, notamment pour développer le raisonnement complexe, le raisonnement simple et le raisonnement complexe. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous, ce que l'on fait, c'est que, vous voyez, on a ce curriculum, c'est un peu comme un carré, là. Ce que l'on fait, c'est comme si aux 4 pointes du carré, on va positionner des éléments d'adaptation, donc notre fameux Moon. On va adapter chaque exercice académique avec cette méthode Moon. Et l'adapter, vous savez, ça peut se traduire de plusieurs manières pour travailler à chaque fois à l'intérieur du contenu, tant dans les contenus que dans les contenants, si je peux m'exprimer ainsi, le développement de ces habiletés qui nous paraissent intéressantes. Puis, il y a déjà des choses qui se font et que nous, on va réutiliser. Vous voyez, par exemple, sur la maîtrise maîtrise des règles de grammaire ou de conjugaison, un exercice que vous devez connaître très certainement, c'est cette fameuse dictée zéro faute où on amène des élèves à travailler ensemble pour corriger la dictée. Donc en fait, à l'issue de la dictée, et on le sait en plus que ce mode de fonctionnement des dictées zéro faute, dans lesquelles plutôt que les enfants de remettre leur copie à la maîtresse ou au maître, et puis ensuite l'enseignant corrige le soir et puis redistribue les copies avec les notes et les élèves réceptionnent leurs notes, mais finalement, s'ils n'avaient pas compris la règle de conjugaison avant la dictée, ils ne vont pas forcément plus la connaître après la dictée avec ce mode de fonctionnement. Donc, on sait que cette dictée zéro faute où par la suite les élèves en fait gardent leur copie puis corrigent ensemble en interaction, ça améliore l'apprentissage de la communication, de l'expression à l'oral des enfants, ça augmente la solidarité, donc c'est de la collaboration, on est dans la collaboration et dans la co-création entre eux. Ça augmente également le non-jugement, c'est-à-dire, mais non-jugement au sens de ne pas mal juger ceux qui comprennent moins bien, parce qu'un jour, c'est un qui comprend moins bien, un jour, c'est le lendemain, c'en est un autre. Donc, ça augmente la capacité d'empathie. Et puis, ça augmente également les résultats académiques. On se rend compte que là, à l'issue de la correction, les enfants qui n'avaient pas bien compris ou mal compris une règle, ils ont compris la règle. Et là, du coup, on atteint l'objectif académique bien mieux que lorsqu'on était dans des dictées à format plus traditionnel. Moi, c'est juste un exemple assez simple. J'utilise celui-ci parce que je me dis que vous le connaissez sans doute, parce qu'il est utilisé depuis quelques années. C'est des éléments comme ça qu'on va utiliser. Et au niveau du design, effectivement, le design de notre école va être particulier. On va intégrer à l'intérieur même des murs de l'école. L'école en son sein va avoir des éléments qui vont permettre aux enfants des espaces de méditation et de recentrage sur soi, de connexion à la nature, beaucoup également, va être très présent à l'intérieur de l'école. Et l'école est construite de manière très plurisensorielle pour travailler le développement de la perception sensorielle chez les enfants. Perception sensorielle, l'apprentissage sur soi, l'apprentissage du vivre ensemble. Et puis, bien évidemment, la technologie. Oui, vas-y. Non, et puis bien évidemment, la partie sur l'IA et les technologies qui pour nous va faire l'objet d'une salle dédiée à l'intérieur de l'établissement. Et nous, on va être avec les tout petits, les 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on va introduire les technologies déjà dans une optique de leur faire comprendre la différence entre l'organique et le non-organique, et qu'est-ce qu'une machine. Qu'est-ce qu'une machine et comment développer des comportements sécuritaires avec une machine et bien distinguer la machine de eux-mêmes. Alors, merci pour la réponse. On a encore le temps pour une question. Moi, je vais arrêter l'enregistrement et ça vous donne le temps d'écrire votre question.
Justement, Delphine en